Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Deuxième vidéo qui va avoir deux objectifs. Le premier, c'est de vous présenter la philosophie générale des schémas de résolution d'équations différentes, de schémas numériques de résolution d'équations différentielles. Et la deuxième, présenter une méthode, qui est une méthode très simple, qui est la méthode d'Euler. Je pense qu'un certain nombre parmi vous ont déjà entendu parler de cette méthode. La philosophie générale des schémas numériques pour résoudre des équations différentielles, elle est basée sur le fait qu'on va chercher donc une approximation de la solution S du problème aux conditions initiales. Je ne reviens pas sur ce problème-là, c'était l'objet de la première vidéo. Et donc on va faire une simulation entre un instant initial t égale 0 et un instant final t égale grand t. On ne va pas aller chercher, quand on va faire du numérique, on ne va pas aller chercher une solution à tous les instants compris entre 0 et grand t. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un maillage en temps. On va choisir des instants T1, T2, Tk, Tn. Comment les choisir, j'y reviendrai. Et on va aller chercher une approximation de la solution à chacun de ces instants. Alors, ce qu'il faut bien voir, si vous voulez bien comprendre la suite, je vais définir un peu mes notations, c'est qu'on a plusieurs choses. Donc à l'instant T1, je vais avoir la solution S de T1. Elle, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, c'est ce que je veux approximer. Donc, quand je noterai S de T1, c'est la solution exacte. Je ne la connais pas, mais je peux toujours lui donner un nom. Et puis, tout ce que je vais noter avec des sigmas, dans ce cours-là, puis dans tous ceux qui vont venir par la suite, c'est les approximations qu'on va obtenir via le schéma numérique. Donc, sigma 1, ce sera une approximation de S de T1. Sigma 2, une approximation de S de T2, et ainsi de suite. Et sigma n, ce sera une approximation de S à l'instant final. Pour bien comprendre ce qu'on va demander au schéma numérique, on va regarder la relation formelle là, qui est écrite ici. Cette relation-là, bon, on est d'accord, je ne connais pas S. Et je ne connais pas S point non plus, mais je peux toujours écrire cette relation. Cette relation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me donne S de Tk, on va dire à la fin du pas de temps, en fonction de la valeur de S au début du pas de temps et d'une intégrale. Et l'objectif d'un schéma numérique, ça va être d'approximer au mieux cette intégrale. Ils auront toujours une forme qui sera basée sur une récurrence de ce type-là, sigma k égale sigma de k-1 plus la longueur du pas de temps fois phi k. Si on regarde, phi k va représenter la valeur moyenne de S points sur le pas de temps considéré. Et c'est ça qu'on va essayer d'approximer au mieux. Alors avant de présenter plus en détail la méthode d'Euler, je vais faire un petit détour par une méthode de quadrature qui est la méthode des rectangles à gauche. Donc si vous avez une fonction f suffisamment régulière, vous voulez approcher l'intégrale de f entre a et b, vous pouvez utiliser la méthode des rectangles à gauche, qui va être basée sur une subdivision de l'intervalle AB, et surtout, sur chaque intervalle de la subdivision, on va approximer l'intégrale par la surface d'un rectangle, dont la longueur va être déterminée par rapport à la valeur à gauche de la fonction f sur l'intervalle. Donc évidemment, là on connaît la fonction f, mais ce qu'on va faire, nous, dans le cadre de la méthode d'Euler, c'est utiliser cette philosophie. J'en arrive donc maintenant à la présentation de la méthode d'Euler. Je vais me placer sur un pas de temps tk-1 tk. Sur ce pas de temps, évidemment, S point, je ne le connais pas, mais on va appliquer ce qu'on vient de voir dans le transparent précédent en supposant que cette valeur de S point va être constante sur tout le pas de temps, égale à la valeur qu'elle peut avoir au début du pas de temps. Donc si je fais cette approximation-là, je vais pouvoir calculer mon intégrale, parce que, connaissant S au début du pas de temps et l'opérateur D, je vais être capable de connaître S point. Bon. Alors, en fait, S au début du pas de temps, on ne le connaît pas exactement, puisque ce qu'on a, c'est sigma k-1. Mais bon, voilà, on va faire une erreur supplémentaire. J'ai zoomé dans le cadre de la figure, et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas, c'est l'idée de la méthode d'Euler, qui va aboutir à la relation qui est la relation qu'on voit en bas. Sigma k1 va être égal à sigma k-1, c'est-à-dire la valeur au début du pas de temps, plus delta tk, qui est la durée du pas de temps, fois l'opérateur grand D, appliqué en tk-1, et pour une valeur sigma k-1. Alors, c'est une méthode qu'on appelle aussi méthode d'Euler explicite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la parenthèse que j'avais mis au début sur le
le titre de mon transparent. Alors pourquoi on l'appelle explicite? Parce que tout ce qui est à droite sont des valeurs que je connais. Au début du pas de temps, c'est des choses que je connais, donc directement, cette relation-là, qui est une relation explicite, va me donner la valeur de sigma à la fin du pas de temps. Alors en pratique, je vous donne ici le code. Quel code Python? Vous voyez que c'est juste quelques lignes. On pourra le revoir, on va le revoir en 4.2TP, donc c'est quelque chose vraiment qui se programme très rapidement et sur lequel il n'y a pas de difficulté en termes d'implémentation. Alors, on va maintenant voir ce que ça donne sur un résultat simple. On reviendra là-dessus en TP. Enfin, tout ça est dans les notebooks Python. Donc, on va prendre un problème qui est un problème extrêmement simple. Vous avez une masse et un ressort. Je ne prends pas d'amortissement, pas de force extérieure. On choisit une valeur de oméga 0 qui est égale à 2pi. Une condition initiale x de 0 égale 1, x.0 égale 0. De telle sorte que la solution analytique, on la connaît. Elle est donnée ici. Donc ce qu'on regarde ici, donc ça c'est une notebook Python, vous pourrez le refaire, mais enfin vous aurez à le refaire. On voit donc deux résultats de simulation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà ça oscille. La simulation est plus précise quand le pas de temps est plus petit, mais néanmoins on peut voir que le résultat est ce qu'il est, il n'est pas complètement parfait. En particulier on peut voir certaines amplifications des oscillations, c'est-à-dire que au bout d'une seconde, vous regardez, ici le déplacement n'est plus égal à 1, donc la méthode a créé de l'énergie, si on peut raisonner de manière physique comme ça. Donc on va expliquer tout ça dans le cadre d'autres cours, et puis je vais vous inciter là à travailler les notebooks pour voir un peu plus de résultats et tester la méthode. Alors il va falloir qu'on évalue et qu'on se donne des critères pour évaluer l'erreur des méthodes, puisque les résultats ne seront pas parfaits. Alors pour ça, l'erreur au pas de temps K, on va le définir classiquement comme la norme entre la solution de votre problème numérique, sigma K, et puis la solution réelle. Donc ça, on pourra l'évaluer sur des problèmes dont on connaît la solution analytique. On y reviendra dans le cadre d'autres cours. Si on regarde cette erreur, on peut regarder des cas particuliers. Alors, le premier, c'est l'erreur qu'on va appeler l'erreur locale. L'erreur qui est faite au bout d'un pas de temps. Donc ça, par exemple, si on se dit qu'à l'instant initial, on n'a pas d'erreur sur notre solution, puisqu'on connaît exactement la condition initiale, il y a les erreurs d'arrondi numérique, mais celles-là, on va les négliger. L'erreur qui est faite sur le premier pas de temps, on peut l'évaluer comme, donc elle est par définition sigma 1 moins s de t1, et en fait on peut montrer que cette erreur elle est proportionnelle au carré du pas de temps. Alors, la preuve, tout ça est expliqué de manière très approfondie dans les notes de cours, je ne le détaille pas ici. Deuxième erreur, l'erreur globale, c'est-à-dire c'est l'erreur qu'on va faire sur la solution à la fin de la simulation. Et cette erreur globale, qui correspond à la norme de sigma n moins s de grand t, elle, on peut montrer qu'elle est proportionnelle à delta t. Bon, alors je vous connais, là, les étudiants d'acoustique, vous êtes sur certains points assez pratico-pratiques et vous pouvez dire les résultats qui sont les résultats mathématiques, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche en pratique? Alors, ça va nous donner l'occasion de présenter des premières courbes de convergence. Donc, ces courbes de convergence, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles vont représenter l'erreur en fonction du pas delta t qui est choisi pour la simulation. Donc, je fais des simulations pour différentes valeurs de delta t, je vais calculer les erreurs. Les erreurs que je calcule, c'est tout d'abord l'erreur locale. Donc au bout d'un pas de temps, on fait la différence entre le résultat de la simulation et le résultat exact, puisque pour ce problème-là, je connais le résultat exact. Je suis en échelle log-log, et vous pouvez remarquer qu'on a une belle droite, et que cette belle droite, elle a la même pente que delta t au carré. Donc voilà un résultat pratique qui va dans le sens de la théorie. Et pareil pour l'erreur, qui est l'erreur globale. Vous voyez que mon erreur globale, évidemment, elle est plus grande que l'erreur locale, ça on pouvait s'en douter, mais surtout, la pente est la même pente que la droite delta t. Donc, ces résultats, qui sont les résultats que je vous ai présentés dans le transparent précédent, se vérifient en pratique. Donc ça, c'est pareil. Dans le cadre du TP,
vous allez tracer ce type de courbe de convergence et vous pourrez rentrer un peu plus dans ces détails-là. Bon, donc les méthodes convergent, on est content. Mais néanmoins, il y a quand même un petit goût amer parce que la méthode, si vous regardez, ben pour un delta t de 10-2, sur une période qui est une période du système physique, ce qu'on avait vu précédemment, donc la période est d'une seconde, je choisis un pas de temps d'un centième de seconde, et en erreur globale, vous voyez qu'on est de l'ordre de 10%, et ça va être pas suffisant du tout. Alors on va laisser de côté ces notions de performance des méthodes, et je vais maintenant conclure. Donc c'est un cours assez chargé où je vous ai présenté la philosophie générale des méthodes numériques et une première méthode, qui est la méthode d'Euler explicite. Cette méthode, on a vu qu'elle convergeait, mais une convergence qu'on peut considérer comme lente. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Je suis en train de faire enregistrer là. Ouais. Bonjour les étudiants. Salut, ça va? Passez une bonne journée. Et surtout, faut bien réviser les trucs que vous faites au fil. Sinon, Moi, c'est coup de babouche. Moi, j'ai 5 fruits et légumes là, par jour, sinon vous allez pas être en bonne santé. Et vous allez mourir sur les fêtes. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Voilà.